Bonsoir, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Nous recevons ce soir Bruno Leroux, Bruno Leroux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un proche de François Hollande qu'on n'a pas entendu, que je n'ai pas entendu en tout cas, commenter la proposition d'une prime pour les salariés d'entreprises qui toucheraient des dividendes. On regarde ce qu'en a dit David Assouline ce matin. C'est assez moche et même mesquin de tricher avec le besoin vital de pouvoir d'achat de nos concitoyens. Probablement dans de nombreux foyers, l'annonce de la prime de 1 000 € a suscité un formidable espoir. Tout ça, comme à chaque fois, par petits calculs électoralistes. Alors c'est moche, c'est mesquin, c'est électoraliste ou alors c'est une tentative pour tenir les promesses du candidat Sarkozy en 2007 ? Si la tentative va jusqu'au bout, je la saluerai, mais pour l'instant c'est de la communication. Le problème du pouvoir d'achat... On annonce un projet de loi pour... On annonce un projet de loi, mais avec des déclarations contradictoires. Un projet de loi, ça se prépare. Un projet de loi, ça s'examine entre ministres. Là, on a des propositions de François Barouin, qui annonce un chiffre, 1 000 €. Christine Lagarde qui dit qu'elle n'est pas d'accord. Démenti. Xavier Bertrand qui dit derrière qu'il faudrait en donner aux entreprises qui ont versé plus de dividendes cette année que l'année dernière. C'était déjà dans le projet initial de Barouin. Oui, la polémique tourne autour des 1 000 €. On voit bien que pour l'instant, ça ne concerne qu'un petit nombre de salariés et que cela empêcherait même les véritables discussions salariales, des négociations salariales pour les entreprises qui vont bien. Et donc, de ce point de vue-là, il s'agit d'un véritable leurre en matière de pouvoir d'achat. Je tiens à le dire, peu de salariés concernés. D'ailleurs, dans le même moment, on annonce qu'une fois de plus, les fonctionnaires vont avoir un gel salarial. Mais s'il y en a peu, mais qu'il y en a quand même quelques-uns, c'est mieux que rien. Mais attendez, on ne nous fera pas croire que c'est une mesure de pouvoir d'achat. S'il y a peu de salariés qui peuvent en bénéficier, ça ne touchera pas les salaires, ça touchera des salariés qui bien souvent ont déjà un compte épargne salariale, qui bien souvent ont déjà des entreprises qui font un intéressement aux bénéfices et donc une distribution de dividendes. Alors ceux-là seront peut-être un peu plus favorisés. On fera payer à la sécurité sociale, on fera payer à l'assurance maladie, le fait de ne pas avoir de cotisation par exemple pour les entreprises. Mais cela ne représente en rien une mesure générale de hausse du pouvoir d'achat. David Assouline a également demandé le gel du prix de l'essence. Il a fait référence à la période Bérégovoy. Vous êtes d'accord avec lui ? Je l'ai demandé la semaine dernière au nom du groupe socialiste. Aujourd'hui, la hantise pour un salarié qui sort de chez lui le matin, et encore plus peut-être en province que sur les grandes métropoles, c'est de passer devant la station-service et de voir l'essence qui n'arrête pas d'augmenter alors qu'il en a un besoin pour aller travailler, un besoin pour amener ses enfants à l'école. Et donc il faut faire quelque chose. L'inertie du gouvernement devient coupable pour le moral même des Français, pour la façon dont ils considèrent. Mais il a décrété, il a dit que nous pouvions refaire ce qui avait été fait par Pierre Bérégovoy en 1990, c'est-à-dire pendant un temps limité, bien entendu, un décret qui gèle le prix de l'essence. Et comment on fait pour conjurer le risque que les sociétés pétrolières se rattrapent une fois le gel terminé ? D'abord, on essaye de discuter avec elles. Elles se rattrapent beaucoup à l'heure actuelle, alors qu'il n'y a pas de gel. Et les Français ont le sentiment que toutes les hausses sont répercutées directement à la pompe, alors qu'ils ne voient jamais la couleur de la baisse. Oui, c'est un sentiment assez classique, qui n'est pas toujours juste. Mais ce sentiment est assez juste quand l'on regarde sur une longue période. En l'occurrence, vous le trouvez. Et donc, je crois que M. de Margerie, plutôt que de se faire gronder gentiment par le président de la République quand il évoque à 2 € le prix du litre d'essence, devrait demain dire de lui-même qu'il prend une mesure qui vise à geler les choses. S'il ne le fait pas, je souhaite que l'État prenne la mesure le plus brièvement possible, le plus rapidement possible. Autre sujet assez polémique, Lampedusa. On a peu entendu les socialistes sur ce sujet, à part Jean-Marie Le Guen, qui a accusé la France de jouer perso. Alors, qui joue perso dans l'histoire ? Est-ce que c'est la France ou l'Italie qui a distribué des titres de séjour temporaires ? J'ai dit la semaine dernière que la France, dans une situation telle que celle-ci, et que toute l'Europe devait prendre sa part à l'accueil temporaire qui est celui aujourd'hui des réfugiés tunisiens. Mais de façon plus globale, je pense que l'Europe doit jouer un rôle pour faire en sorte de donner de l'espoir aux Tunisiens, c'est-à-dire d'annoncer un plan qui soit un plan massif d'aide à la démocratie, d'aide au développement. Vous savez très bien que ça ne fera pas revenir immédiatement les gens qui sont déjà partis, on le sait ça. Eh bien d'abord, il ne peut y avoir d'accueil que temporaire. Et l'Europe doit aujourd'hui assumer sa part d'accueil temporaire. Il n'est pas question de laisser un pays se débrouiller sous cause de proximité de frontières, se débrouiller tout seul. Il y a un accord de solidarité donc l'Italie dans l'Europe. a eu raison. Je pense que l'Italie a raison, en tout cas, de l'avoir mauvaise dans cette période. Elle a le sentiment qu'on la laisse se débrouiller, alors qu'elle dit aujourd'hui qu'il s'agit d'un accueil temporaire. D'ailleurs, si l'accueil devait être plus long... Elle le dit d'autant plus facilement que les Tunisiens qui sont là-bas ne veulent pas y rester et veulent venir en France.
Non, ils ne veulent pas venir en France. Je crois que pour l'instant, ils voulaient essayer de trouver aujourd'hui une capacité d'accueil, ne sachant pas très bien où est leur pays. Je crois qu'il faut les rassurer sur l'avenir de la Tunisie et pour cela annoncer un plan massif de soutien au développement de la Tunisie et pour le reste leur dire qu'il y a des règles de papier, des règles de ressources, des règles de séjour pour aller en Europe aujourd'hui, qu'elles ne sont pas respectées et que nous ne pourrons rien faire d'autre qu'un accueil temporaire. Et quand vous dites temporaire, vous pensez à une durée de quel ordre? Ce n'est pas à moi de fixer la durée, je crois que c'est aux pays européens. C'est quelques semaines, quelques mois, des années? Je pense que ça peut être quelques mois pour faire en sorte de rassurer sur l'avenir qui est aujourd'hui l'avenir de la Tunisie. Mais quelques mois, vous savez, le mal qu'on a ensuite à récupérer les gens qui sont dans la nature oui, et qui n'ont plus de titre de séjour. Je sais qu'il y a aujourd'hui légal. un grand fantasme d'ailleurs dans notre pays sur l'immigration irrégulière entretenu par le ministre de l'Intérieur, le président de la République et un certain nombre. Il n'y a pas de problème en France d'immigration irrégulière? Mais bien entendu qu'il y a un problème. Il y a un problème d'intégration, il y a un problème d'immigration irrégulière. Mais si au lieu d'en faire un sujet qui soit un sujet récurrent de débat, on prenait les responsabilités, j'observe que le président de la République est maintenant depuis 3 ans, que la majorité est là depuis presque 9 ans maintenant, et que le problème est toujours aussi pendant qu'il l'était il y a quelques années, parce que l'on discourt plus que l'on agit sur cette question, là comme sur beaucoup d'autres. Hier, nous recevions Claude Allègre, vendredi, pardon, pas hier. Il a parlé du nucléaire, il vous a posé une question. Comme je te considère comme l'un des socialistes responsables, je souhaiterais que vous veilliez à ce que le Parti socialiste ne renie pas ce qui est son essence même, c'est-à-dire la croyance dans le progrès, dans la science et dans la croissance, et qu'il ne court pas derrière les idéaux des Verts, qui est la décroissance, l'arrêt du progrès et le retour en arrière. Je sais qu'il y a des impératifs électoraux, mais je ne pense pas qu'il est souhaitable que vous reniez ce qui a été notre histoire. Alors jusqu'où faut-il aller pour obtenir un accord avec les Verts, sachant que Cécile Duflot, dans Le Monde d'aujourd'hui, qualifie la formule du projet socialiste sortir du nucléaire d'ici 30-40 ans de juste ridicule? Sortir du tout nucléaire, qui est la formule du Parti socialiste, et ne pas sortir du nucléaire. Moi, je suis pour que l'on revoie le mix, mais comme le dit Claude Allègre, je ne suis pas aujourd'hui pour que dans une période qui est une période de nécessaire réflexion, nos certitudes doivent être aujourd'hui revisitées. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui prétendent aujourd'hui qu'il n'y a aucun problème a priori, que tout irait bien en France, que toutes nos centrales vont bien. Donc vous n'adhérez pas à la oui, d'accord, mais vous n'adhérez pas non plus à la formule de Martine Aubry. Mais pour autant, je ne suis pas pour la sortie du nucléaire aujourd'hui. Je suis pour qu'il y ait un véritable débat, que nous revoyions la façon dont nous équilibrons demain nos sources d'énergie. À l'évidence, il y a beaucoup à faire pour favoriser des énergies autres que nucléaires. Pour autant, décréter aujourd'hui la sortie du nucléaire ne pourrait se faire que dans une durée très très longue et pas avant un débat qui soit un débat véritablement où la question de la France soit posée, la question de notre indépendance énergétique, la question du coût même de l'énergie, toute chose qui intéresse les Français. Alors moi je le dis, ce que nous devons, c'est faire en sorte que dans toute cette période-là, ils retrouvent confiance dans la façon dont on produit l'énergie et notamment l'énergie nucléaire. Et pour cela, nous devons balayer toutes les certitudes. Oui, il y a des débats qui doivent être posés. Très bien. Le programme de Nicolas Hulot vous paraît-il compatible avec celui de François Hollande? Écoutez, j'attends de le connaître d'abord. Il a fait un premier pas en disant que la question sociale était pour lui d'importance. C'est quelque chose qui doit nous rapprocher, nous mettre ensemble autour de la table. Il a condamné la politique du président de la République. C'est quelque chose qui doit nous permettre de trouver demain des idées communes. S'il est désigné par les Verts, puisqu'il participe aussi, je le crois, à des primaires, oui. Alors il faudra nous retrouver. La base est une base qui permet de s'asseoir ensemble. Bon. Dominique Strauss-Kahn baisse plutôt dans les sondages ces derniers temps. C'est une bonne nouvelle pour vous? C'est peut-être que d'autres montent et que petit à petit les Français trouvent dans des candidatures des choses qu'ils recherchaient il y a quelques mois. Donc la baisse d'un candidat ne peut pas être une bonne nouvelle. François Hollande ne s'est jamais déterminé, n'a pas fait campagne depuis 1 an, n'a pas travaillé sur le fond en fonction des autres candidats. Pour autant que d'autres candidats qui ne parlent pas aujourd'hui baissent, alors que d'autres qui font des propositions, qui sont dans le concret, qui essayent de donner l'envie, qui essayent de faire partager leur envie, leur vision du pays progressent dans les sondages, cela me semble être quelque chose de logique. Et est-ce qu'il y a la place dans les primaires socialistes pour 2 candidats qui défendent tous les deux une ligne social-démocrate? Mais vous pensez, et donc vous faites le pari que Dominique Strauss-Kahn défend la même ligne que François Hollande. Parce que pour l'instant, celui que l'on entend, c'est François Hollande depuis maintenant plusieurs mois. On connaît quand même les idées de Strauss-Kahn. C'est pas un nouveau venu en politique. En tout cas, moi je pense qu'il y a un programme du parti
socialiste qui nous engage, qui devra être notre base. Et pour le reste, le débat se fera sur la conception qu'on a de la politique, la conception qu'on a de l'État, du rôle de la France dans le monde. Et vous l'attendez sur quelle ligne? Eh bien là-dessus, j'attends Dominique Strauss-Kahn. Je sais quelle est la façon dont François Hollande voit la capacité, la fonction de président de la République, le rôle de l'État. Demain, j'attends demain que Dominique, s'il est candidat, dise la façon dont il voit cela. Eh bien, on attend tous. Bruno Leroux, je vous remercie. Merci. Bonsoir. Demain, nous recevrons Nicolas Dupont-Aignan, qui est le président de Debout la République. À demain pour un nouveau talk Orange de Figaro.